une série d'entretiens avant les vacances, nous avons traité des âges de l'homme, de sa naissance à sa mort. Âges de l'homme qui sont devenus un livre publié aux éditions Échelle que vous pouvez trouver actuellement en librairie. Et l'entretien que j'ai avec vous aujourd'hui, Louis-Vincent Thomas, en est la suite logique. Il se trouve d'ailleurs intégré dans le livre en question. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'on a parcouru toute une vie, et jusqu'à présent, quel que soit l'homme, la flèche du temps aboutit à la même cible. La trajectoire n'a qu'un seul but, redouté, le plus souvent tu, tabou. Un jour, on se retrouve aux portes de Thanatos. Qu'est-ce que la mort durant la vie ? La mort en deçà de la mort, comme dit Jean Kelevitch. Et je continue de le citer dans un ouvrage qui s'appelle « La mort », précisément, qu'il a publié chez Flammarion. La pensée du rien est un rien de pensée, le néant de l'objet annihilant le sujet. Pas plus qu'on ne voit une absence, on ne pense un rien. En sorte que penser le rien, c'est ne penser à rien. Et c'est donc ne pas penser. La pseudo-pensée de la mort n'est qu'une variété de somnolence. Fin de la citation. Alors, en quoi peut bien consister cette méditation de la mort qui absorbe, dit-on, le sage ? S'il est impossible de savoir la mort, il peut exister des états exceptionnels qui révèlent non pas la mort elle-même, mais plutôt le désir paradoxal de la vivre. Vivre jusqu'à l'extrême, l'expérience limite. Je ne me suis jamais vu mort, les hommes vivent, disait Éluard, et La Rochefoucauld lui répondait dans un écho anticipé un peu ironique, la plupart des hommes meurent parce qu'on ne peut pas s'empêcher de mourir. Fait-on jamais l'économie de ce dernier regard en arrière ? Alors, voilà, Louis-Vincent Thomas, nous allons essayer de nous retourner. Imaginons que nous avons parcouru cette courbe de la vie, nous approchons du terme, nous nous retournons pour voir le chemin accompli. Est-ce qu'il y a la possibilité d'un regard anthropologique à partir de ce point de vue ? Que peut bien signifier le sens de la vie au moment d'en sortir ? Mais est-ce qu'il ne faut pas commencer par préciser la notion d'âge ? L'appréciation de l'âge est très relative, la définition en est culturelle. Vous avez parfaitement raison. La notion d'âge peut s'entendre soit au niveau du biologique, et dans ce cas c'est le médecin qui a à en parler, mais aussi au point de vue social et culturel, parce que d'une part, il y a autant peut-être de types de conception de l'âge qu'il y a de types de sociétés, et on peut estimer que dans les sociétés, par exemple, à accumulation des biens que sont les sociétés occidentales, l'âge n'a pas le même sens, la même signification que dans les sociétés dites traditionnelles, qui sont plutôt des sociétés plus riches en signes et en symboles, par exemple, ou en rites, qu'en outils. Si nous prenons, par exemple, l'homme moderne, on peut estimer qu'il y a un décalage parfois entre l'âge biologique, l'âge psychologique et l'âge social, décalage qui peut jouer aussi bien chez le jeune, par exemple, à propos de la majorité, que chez le vieux. Prenons le cas du jeune. Je pense qu'aujourd'hui, par suite du développement considérable des médias, la majorité psychologique commence de plus en plus tôt. Les gosses sont mûrs très jeunes au niveau psychologique. Socialement, on a décidé qu'ils auraient la majorité à l'âge de 18 ans, qui est un âge d'ailleurs purement conventionnel. On aurait très bien pu mettre 19 ou 20, ça n'a rigoureusement aucune importance, mais il faut définir un âge. Tandis que la maturité, j'allais dire, sociale ou économique est beaucoup plus tardive. Il faut que l'individu puisse avoir une fonction, puisse gagner sa vie. Et on sait aujourd'hui que les jeunes, par exemple, vivent même parfois avec leur épouse de plus en plus longtemps chez leurs parents. Même chose si maintenant nous considérons non plus l'amont mais l'aval de l'existence. Jamais on n'a été vieux si tôt, puisque la retraite commence dans certaines professions à 40, 45 ans. L'individu est exclu de la société et par conséquent de la rentabilité. Tandis que biologiquement, l'espérance de vie est de plus en plus longue, il y a de plus en plus de vieillards, et je dirais même s'il y a de plus en plus de vieillards de plus en plus vieux, il y a aussi de plus en plus de vieillards alertes. Là encore, il y a un véritable décalage. Alors donc tout se passe comme si le social, d'un côté, régissait le temps selon un modèle uniforme, tandis que le temps, lui, réagit les individus selon un modèle multiforme.
Je crois que c'est une des caractéristiques de notre époque. C'est notre époque et notre société, parce que ces décisions arbitraires de notre société correspondent, dans les sociétés traditionnelles, à des rites. Ils correspondent à des rites et il est curieux de montrer que ces rites aujourd'hui, et c'est peut-être ce qui risque de créer un certain désarroi chez les jeunes ou même chez certains adultes, ces rites ont en partie disparu. Par exemple, autrefois, les rites de baptême et les rites de dation de nom faisaient que l'individu était intégré dans le milieu. Et puis il y avait des rites initiatiques qui coexistaient avec ce qu'on appelle les rites de passage, qui définissaient les différentes étapes de la vie avec les différents statuts de l'individu. Aujourd'hui, il y a encore quelques traces de ces rites initiatiques. Il y a l'entrée à l'école, il y a le bizutage, par exemple, au régiment, où il y avait aussi, disons, la première communion. Or, ces points de repère qui définissaient les différents âges d'entrée dans la vie ont totalement disparu, et je crois que c'est préjudiciable à l'équilibre psychique des survivants. Il est curieux de montrer, par exemple, que des études qu'on a pu faire sur les bandes d'adolescents aux États-Unis ont montré que ceux-ci avaient réinventé, sans jamais les connaître, toute une série d'épreuves initiatiques qui sont semblables à celles que l'on découvre encore aujourd'hui au fin fond de l'Afrique traditionnelle. Tout se passe comme si ces jeunes désœuvrés avaient besoin, pour se définir, pour trouver une identité, à une époque justement où l'évolution du temps est très rapide, de se donner des repères sociaux. Et ce sont ces repères sociaux qui nous manquent, qui je crois constituent un préjudice grave. Alors il y a effectivement là les repères qui ont l'air de s'effacer. Par ailleurs, il y a une certaine façon de mesurer la vie. C'est-à-dire que communément, on mesure la durée de la vie entre la naissance et la mort. Or, on sait bien, un certain nombre d'ailleurs de discussions et de débats depuis quelques années le montrent, c'est qu'en tout cas, la vie se pose bien avant la naissance proprement dite. Quant à ce qu'est la vie après la mort, ça c'est un tout autre problème. C'est un tout autre problème, mais il n'est pas certain qu'il soit totalement différent de celui de ce qui se passe avant. Mais je crois que votre question en cache deux. Si nous prenons par exemple certaines croyances populaires, et qui ont d'ailleurs aujourd'hui, qui connaissent aujourd'hui, et particulièrement aux États-Unis, une sorte de renaissance, je pense tout particulièrement à la réincarnation, qui actuellement est en train de gagner des points de façon considérable sur la résurrection. Et je pense aussi à certaines théories américaines, il y a des livres assez curieux là-dessus, qui montrent que dans cette réincarnation, l'enfant choisit le moment de sa renaissance dans le ventre d'une femme. Bon, laissons de côté ce domaine qui est peut-être purement fantasmatique, pour nous situer sur un plan qui est peut-être imaginaire, mais quand même beaucoup plus rigoureux. On sait aujourd'hui que l'enfant, dans le ventre de sa mère, a une vie psychique. On est incapable évidemment d'en apprécier la richesse, mais elle existe. Et c'est pourquoi, de plus en plus aujourd'hui, on définit une hygiène de vie pour la mère. Et on sait, par exemple, que si la mère est énervée, l'enfant est énervé. Si la mère a une vie psychologique dramatique, l'enfant risquera peut-être lui aussi d'être marqué par cela. Je ne me place pas sur le plan de l'hérédité, c'est le vécu maternel. Si nous considérons maintenant ce qui se passe dans la fin de la vie, c'est encore beaucoup plus complexe parce que nous nous situons par exemple au niveau du coma. Jusqu'ici, on disait que le coma se caractérisait par la perte de conscience, par l'absence de vie relationnelle, et que l'individu comateux, par exemple, était semblable au fond un peu à l'individu, au bébé dans le ventre de sa mère, il n'avait pas de vie psychique. On sait aujourd'hui qu'il n'en est rien, à telle enseigne que dans bien des hôpitaux, on demande aux médecins ou aux infirmières de parler tout bas, parce qu'on sait qu'il y a certaines parties du cerveau qui continuent de fonctionner, et toute une série de travaux américains montrent qu'il y a un vécu, ce qu'on appelle les phénomènes de mort imminente, il y a un vécu extrêmement complexe que l'on a fort bien décrit dans des civilisations aussi différentes que les civilisations américaines ou les civilisations hindoues, où on vit toute une série d'états. Bon, il y a des corporations, il y a l'être de lumière que l'on rencontre, il y a une espèce de tunnel obscur que l'on doit franchir. Il y a tout un tas de phénomènes très très complexes qui, curieusement, toute proportion gardée, bien entendu, correspondent à ce qui se trouve dans des livres, j'allais dire, de spiritualité traditionnelle, tels que le Bhagavad Gita, par exemple, des hindous, ou bien le Bardo Thodol des Tibétains, ou le livre des morts égyptiens.
Avouez que la concordance est assez stupéfiante. Et on sait même que tous ces phénomènes sont à peu près conformes à ceux que l'on vit dans les grands rites initiatiques, dans les grands mystères grecs par exemple. On retrouve les mêmes étapes, et curieusement, alors là cela nous questionne, il semble bien que des étapes semblables se retrouvent dans certaines expériences réalisées par la drogue, notamment le LSD, je pense aux travaux de Stephen Grof aux États-Unis. Alors, ceci est intéressant parce qu'il y a assimilation, par exemple, du moment du mourir, donc la mort ne s'arrête pas à l'arrêt du cœur, il y a une espèce de prolongation, avec ce qui se passe peut-être au niveau de la naissance. Et après tout, on peut se demander si ce n'est pas la même société qui pose le problème de l'euthanasie et qui pose le problème de l'avortement. Et si ce n'est pas la même société qui, pour des raisons pratiques, dira par exemple qu'on est mort à tel moment, par exemple quand l'électroencéphalogramme nul peut durer de 36 à 72 heures, par exemple, selon le cas, ou bien qu'il est permis de faire un avortement à la 12e semaine parce que à la 13e semaine, c'est déjà un être vivant à part entière. Alors, vous voyez comment, sur le biologique, se greffe une espèce de convention sociale qui n'est pas gratuite, mais qui est quand même conventionnelle. Et si on se réfère à l'étude des rites, par exemple, il serait intéressant de montrer que très souvent, je pense notamment aux populations africaines, les rites de mort correspondent exactement aux rites de naissance, mais à l'envers. La naissance est un accueil, la mort est un départ. Oui, mais peut-être aussi plus matériellement, pour revenir sur cette limite, cette décision de la mort, cette décision arbitraire, il peut y avoir aussi dans le corps de la personne humaine des temps légèrement différents de disparition de l'activité cellulaire, ce qui pose effectivement le problème. L'électroencéphalogramme plat ne marque pas forcément la cessation de toute activité biologique. Vous avez tout à fait raison, et il faut distinguer ici deux niveaux. Pour ne pas semer l'équivoque et surtout créer la panique. Bon, sur les 550 000 morts français qu'il y a par an, il est évident qu'il n'y en a peut-être pas 1 sur 10 000 à qui on a fait l'expérience de l'électroencéphalogramme nul. Bon, on sait très bien qu'un individu est mort s'il ne respire plus, si le pouls est arrêté, etc. Et par conséquent, il n'y a pas de risque de l'enterrer vivant. Mais si nous passons sur le plan strictement scientifique, de savoir à quel moment la mort a lieu, on n'en sait rien. Je dirais d'ailleurs que la mort commence toute la vie, dès le début de la vie. Je dirais même à la limite que la vie, c'est tout le temps que nous mettons à mourir. Bon, puis il y a un moment, évidemment, où les phénomènes s'accélèrent. On dit que l'individu est mort, mais il peut y avoir encore des activités cérébrales. Et aujourd'hui, je ne veux pas faire savant et rappeler toutes les techniques extrêmement compliquées qui mesurent toute la pression sanguine dans les parties les plus profondes du cerveau. Et puis alors, si nous nous plaçons sur un plan strictement biologique, bon, les cellules nerveuses meurent au bout de 2 ou 3 minutes, les épithéliums durent 3 ou 4 jours, le foie disparaît à la 3e semaine, curieusement rapprochés, l'estomac et l'utérus disparaissent le 4e ou le 5e mois. Le squelette se manifeste, ça dépend de la nature des terrains, au bout d'1 an, il se disloque au bout de 4-5 ans, mais il peut résister un temps fou. Et une dent, par exemple, peut durer facilement plus de 1000 ans. C'est peut-être le sens de cette formule, avoir une dent contre quelqu'un, vous voyez que c'est quelque chose de dangereux, ça dure longtemps. Les dents ont la mémoire. Comment ? Les dents ont la mémoire. Les dents ont la mémoire, oui. Mais pas la mémoire courte. Alors c'est pour vous dire que il n'y a pas un instantané de la mort, mais il est évident que pour la vie courante, il n'y a aucun problème, aucune difficulté. Mais il n'y a pas un temps précis de la mort. Quand on préparait tout à l'heure cet entretien, vous faisiez allusion à la réactivation d'un ADN vieux de plusieurs millénaires. Oui, c'est une expérience qui a été réalisée ces 4 ou 5 dernières années par des biologistes finlandais ou suédois, je ne sais plus très bien, qui sont parvenus à réactiver une partie de l'ADN sur une bactérie, de l'ADN d'une momie qui datait du 3e millénaire avant notre ère, ce qui est une preuve, non pas que la momie soit un être vivant, mais que certaines informations se conservent dans certaines cellules pendant un temps très long. Et au fond, notre cerveau est avant tout un organe d'information. Et les êtres vivants fonctionnent avant tout par l'information. C'est pourquoi la conservation de l'information est peut-être, au fond, ce qui résiste le plus longtemps à la mort.
Alors revenons maintenant à la préoccupation au niveau d'un seul individu et de ce regard en arrière. Bon, d'abord, peut-être faut-il voir aussi là une certaine relativité, c'est-à-dire que la situation du vieillard dans la société n'est pas la même selon les cultures. Oui, je crois que vous avez parfaitement raison de poser cette question. Et sans vouloir tomber dans un schématisme un peu rapide, on peut estimer que dans certaines sociétés traditionnelles, où le nombre de vieillards est relativement limité, tout le monde sait que la rareté, c'est ce qu'il y a de plus cher, où le nombre de vieillards donc sont relativement limités, et des sociétés qui fonctionnent avant tout à l'oralité, c'est-à-dire qui n'ont pas l'appui de l'écriture, où par là même le total du savoir essentiel pour la reproduction sociale se situe dans l'esprit du vieillard, et le vieillard va distiller en quelque sorte ce savoir progressivement au cours du temps, et c'est ce qu'on appelle les initiations. Alors dans ces sociétés, il est évident que le vieillard est un être extrêmement important, et tout est mis en œuvre symboliquement pour apprécier ses pertes en termes de profit. J'ai connu des cas des sociétés en Afrique noire, par exemple, où quand le vieillard est sourd, il vient parce qu'il veut uniquement entendre la voix des ancêtres. S'il ne voit plus très bien clair, c'est parce qu'il est déjà dans le monde de l'au-delà. Et s'il parle ou s'il dit des paroles pas très compréhensibles, c'est parce que déjà, il parle la langue de l'au-delà. Tandis que dans des sociétés comme la nôtre, où le nombre des vieillards est extrêmement important, et c'est justement un des traits d'aujourd'hui, à plus forte raison s'il y a birth control, c'est le thème du vieillissement des populations. Donc les vieillards sont très nombreux. En plus de ça, nous sommes une civilisation du livre, donc nous n'avons pas besoin de nous référer aux anciens pour connaître les secrets de l'existence, il suffit de savoir lire. Et en plus, nous sommes à une société où le savoir se renouvelle très vite. Alors, les vieillards, à ce moment-là, ne sont plus considérés comme des êtres valorisés, sauf dans quelques systèmes politiques gérontocratiques. Alors cela n'empêche pas tout de même la personne d'âge mûr d'avoir une idée de la vie. Et en ce qui concerne un petit essai de simulation qu'on pourrait faire pour se représenter quelle est la nature de ce regard en arrière, moi je vois trois aspects possibles, assez différents mais peut-être complémentaires. Le premier, c'est ce qu'on pourrait appeler la vision panoramique du mourant, c'est-à-dire qu'on dit que certaines personnes en mourant font en quelque sorte le passage à l'accéléré de leur existence. Le deuxième, c'est le bilan personnel de sa vie. Et le troisième, c'est la généralisation de ça, c'est la capacité de sagesse, la capacité d'apprécier le sens, plus généralement, de la vie. Oui, il est indiscutable qu'il y a bien ces trois niveaux. Bon, le premier est relativement bien connu aujourd'hui, c'est la vision panoramique des mourants. Claude Sautet, d'ailleurs, en a donné un très bel exemple dans son film Les choses de la vie. On sait d'ailleurs le réaliser d'une manière empirique en excitant certaines parties du cerveau, par exemple. Quelle est la raison de cela? On se demande si ce ne serait pas simplement une sorte de mécanisme de défense du cerveau profond à l'approche de la mort. Mais le phénomène n'a rien de miraculeux, n'a rien de merveilleux. C'est une donnée purement positive. Encore qu'on se demande si ce n'est pas une résurgence au niveau inconscient. Ça nous mène à la deuxième question, de cette notion de bilan. On sait aujourd'hui que les morts les plus réussies sont celles de personnes qui estiment avoir bien réalisé leur vie, c'est-à-dire avoir eu une fonction, avoir eu des enfants, avoir fait leurs devoirs. Et cette notion de bilan réussi aide incontestablement à mourir, tandis que si, au contraire, ce bilan n'a pas été positif, il y a des angoisses. L'angoisse de la personne, par exemple, qui meurt jeune, en laissant des enfants qui n'ont pas été éduqués, ou bien en laissant un conjoint qui n'est pas capable de se débrouiller tout seul, ou même simplement en laissant des dettes qu'ils n'ont pas pu éponger, ce sont généralement des morts beaucoup plus atroces, beaucoup plus douloureuses. Alors cette notion du bilan, je crois que tout vieillard, surtout qu'aujourd'hui il a quand même le vieillard a toujours beaucoup plus de temps pour réfléchir parce qu'il n'est pas en pleine action, et je crois quelque chose de nécessaire et d'important. Mais là aussi, on retrouve peut-être cette idée de réussite, de culpabilité ou de sanction. Vous voyez, et le simple fait que celui qui a un bilan positif et qui a bien réussi sa vie, sauf les cas évidemment de mort subite où il n'y a pas de possibilité de se rendre compte de cela,
est inséparable d'une vie, je veux dire, d'une mort réussie. Et ça nous ramène toujours à cette idée de culpabilité, de sanction, de réussite, de mérite ou de démérite. Quant à la troisième, c'est évidemment l'aspect le plus difficile. Bon, il est indiscutable que la personne qui a beaucoup vécu, pour peu qu'elle ait réfléchi longuement à tout ce qui se passe autour d'elle, peut être d'un très grand secours au niveau de la sagesse populaire ou même de la sagesse profonde, au niveau des réflexions, j'allais dire, transcendantes. Moi, j'ai eu des professeurs, j'ai connu un professeur de philosophie, Yankelevitch, qui est mort très vieux et qui était capable de nous dire des choses assez surprenantes que l'être le plus intelligent peut-être n'aurait jamais dit 10 ans ou 15 ans plus tôt. Et j'ai connu aussi, puisque j'ai vécu longtemps en Afrique noire, des vieillards dont la conversation était, vieillards de plus de 80 ans, dont la conversation était évidemment quelque chose d'essentiellement subjugant, tellement il y avait de finesse, de profondeur, et puis une vie très intéressante de l'existence. Parce que peut-être ils peuvent introduire des mondes de comparaison. Mais attention, ceci ne caractérise que des vieillards privilégiés, parce qu'il y a aussi l'inverse, hélas, de l'envers de la médaille, qui est la sénilité. On sait par exemple que les vieillards entre 65 et 75 ans, il y a quand même en France 4% qui font de la débilité, et parmi les vieillards de 85 ans et plus, il y en a quand même 15%. Alors, d'un côté, une énorme sagesse pour celui qui a peut-être bien réussi son existence et qui a peut-être la chance d'avoir un cortex en bon état, et puis de l'autre, l'aspect misérable de la maladie d'Alzheimer. Il y a 3 millions d'Alzheimer aux États-Unis, il y en a 200 000 en France. N'oubliez pas que Reagan avait déclaré l'année dernière l'année d'Alzheimer. Alors, là aussi, il y a la relativité. Tout à fait, mais l'anthropologue que vous êtes peut-il, par exemple, donner, pour conclure, une représentation de ce que l'homme occidental contemporain peut se faire de cette trajectoire, de ce sens de sa vie? Quel est le sens de la vie d'un occidental contemporain de la fin du XXe siècle? Voilà, je dirais deux choses. Je dirais d'une part qu'aujourd'hui, ma première réponse ne répondra pas directement, mais elle est quand même liée. Aujourd'hui, on sait ajouter des années à la vie, on ne sait pas encore ajouter la vie aux années. Et puis la seconde, c'est que, effectivement, faire le bilan de sa vie, et puis peut-être mieux comprendre le sens de l'évolution générale de ce qui nous entoure, c'est peut-être ça la sagesse. Mais est-ce que l'on peut en dire plus ? Mais est-ce qu'il y a encore le temps pour la sagesse dans une société qui avance, qui fonctionne, qui tourne aussi vite que la nôtre actuellement? Le propre de notre société, c'est d'être effectivement une société où le temps s'accélère, où les valeurs se succèdent parfois d'une façon déconcertante, et où le progrès s'effectue plus par destruction qu'autrefois par accumulation. Dans une telle société, il n'y a plus guère de place, surtout lorsque l'on est adulte et pris par la frénésie de l'action, pour la maturité ou simplement même pour la maturation. Et le vieillard est incontestablement, à condition qu'il reste lucide bien entendu, celui qui a le plus de disponibilité pour décanter dans cette multiplicité foisonnante d'informations contradictoires le meilleur et le pire, et peut-être d'apprécier qualitativement et le sens de son existence et la signification d'aujourd'hui. Alors c'est peut-être de ce côté du rapport au temps et d'une maturation possible que les vieux peuvent être utiles à la société, et tout récemment on déclarait que, alors qu'aujourd'hui on exclut les vieux de la ville en les mettant en dehors dans des hospices, peut-être faudrait-il les ramener au centre du village, au centre de la ville. Et peut-être aussi faudrait-il, puisqu'on peut rêver, se rappeler ce qui se passe dans un livre de science-fiction ou dans une cité qui s'appelle Diaspar, c'est l'ouvrage de la cité et les As de Clarke. Les vieillards peuvent de temps à autre
abandonner la totalité de leurs souvenirs dans la machine à information, prendre un peu de repos, et puis ensuite renaître en sélectionnant parmi leurs souvenirs passés ceux qui sont les plus aptes pour une société neuve. C'est peut-être ça le rôle du vieillard de demain.